Voilà, donc on va effectivement démarrer la deuxième journée d'histoire de la pensée managériale. Merci encore à vous d'être venus et de votre soutien. Je ferai un petit peu une petite intervention, un peu un point. Là, et donc, je vais lancer le professeur Péqueux, que je vais juste présenter, même si tout le monde le connaît. Et donc, effectivement, je me suis permis, rangeant moi aussi ma bibliothèque, de trouver quelques vieilleries, effectivement. Soyons un peu corporatistes, le professeur Péqueux est un ancien élève de l'École normale supérieure de l'enseignement technique. Comme le professeur Pérez. Oui, aussi, tout à fait. Et agrégé de technique économique et de gestion, on disait comme ça. Et donc après, effectivement, je crois un peu une carrière en lycée et passé à l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications. Vous avez été aussi enseignant aussi à HEC. Et donc, effectivement, vous avez terminé votre carrière, si on peut dire, au CNAM. Et on le remercie beaucoup, beaucoup d'être présent par sa présence. Et donc, il va revenir un peu sur son parcours. Et il est vrai que, bon, même si ça ne s'est pas fait, si on peut dire, ça ne s'est pas fait volontairement, il est clair que beaucoup de gens qui s'intéressent à l'initiative qu'on porte avec Luc Marco sont d'une manière ou d'une autre liés à Yvon Péqueux. Donc, on va se permettre de se situer dans sa lignée. Donc, voilà. Et donc, d'où tout l'intérêt, effectivement, de présenter, de revenir un peu sur son parcours. L'année dernière, effectivement, la journée s'était terminée un peu tardivement. On essayera cette année d'être un peu plus rapide. Donc, allons-y. Normalement, ça enregistre. Vous pouvez afficher votre PowerPoint. Tu peux me tutoyer, là. Oui, c'est vrai. Tu peux afficher ton PowerPoint. Voilà, alors merci. J'étais invité à écrire dans cette série qui s'appelle Les grands auteurs francophones en management. Bon, alors c'est peut-être statufié avant décès, mais enfin bon. Et l'enjeu, alors c'est relativement libre, l'enjeu qui m'avait été proposé principalement par Jean-Philippe Denis, c'était de revenir sur ce que j'avais fait et de prendre le recul critique par rapport à l'idée que pourquoi ça n'a pas eu de succès. Effectivement, j'ai écrit sur certains chapitres, organisation, modèle et représentation. J'en avais vendu, entre guillemets, 500 exemplaires quand d'Herbemont, stratégie du projet latéral, qui faisait son mémoire de DEA avec moi à l'époque, on avait vendu 5000. Alors, on a beaucoup ri ensemble de cette différence de 1 à 10, mais évidemment, l'audience était largement différente. Alors, donc, c'est cette série qui a été lancée par EMS, par un certain nombre de 3 ou 4 collègues, dont Jean-Philippe, que nous connaissons tous, mais je connais moins les autres, mais quand même. Donc, dans lequel vous avez d'autres collègues. Je dirais, je fais partie de la rafale où Alain Bien-Aimé et Alain Burlot ont publié, enfin leur livre est publié à peu près en même temps. Et là, récemment, il y a l'ouvrage d'Alain-Charles Martinet. Et je me demande s'il n'y a pas Jean-François Chanlat en même temps. Pas encore. Mais ça viendra. Donc, dans ce cas-là, j'ai fait délit d'initié pour le lire de cette manière-là. Alors, première chose, premier élément. Pourquoi réfléchir, puisque j'ai intitulé Réfléchir, réfléchir, réfléchir. Première chose, la business school en question et affirmation de ma part pour réfléchir, réfléchir, réfléchir. La business school n'est pas un business model. Donc aujourd'hui, je fais partie des gens qui pensent qu'on assiste à la fin historique de la business school pour un tas de raisons. Première raison, formation. Alors, formation au mot valise, la performance, j'en peux plus. Deuxième chose, les théories à tout faire, les configurations de Linsberg, la théorie des parties prenantes, la théorie de l'agence SWOT, etc. Ça veut dire qu'il y a un enseignement d'un certain nombre de mythes et lorsque vous êtes face à un public d'étudiants, voire de professionnels, quand vous dites stratégie, vous dites porteur, et SWOT. Donc, encore récemment, j'ai dit, moi je suis prêt, il faudra me traîner, me marcher sur le corps pour faire un SWOT. Évidemment, l'audience a été complètement choquée en me disant, je dis, c'est l'analyse au rétroviseur, ça c'est le premier élément, et le deuxième élément, c'est aisément communicable, ce qui est dramatique.
puisqu'on est dans un monde qui est tout sauf celui qui est cohérent avec le SWOT. Ceci étant, ce sont des théories, entre guillemets, qui performent, qui ont un effet. Donc, c'est la raison pour laquelle je hurle, je ne veux pas dire qu'elles sont nulles. Je connais par exemple très bien Freeman. L'usage qui est fait de la théorie des parties prenantes, ça ne lui va pas, mais ça, c'est une autre question. Le verbiage idéologique du managérialisme, bon, la responsabilité sociale de l'entreprise, ouf, c'est enfin acté, puisque grâce à la RSE, le monde chauffe, pour le dire de cette manière-là. Donc, des enjeux qui se sont profondément modifiés après l'accord de Paris décarboné. Comme je fréquente beaucoup les latitudes sahéliennes, Ouattara, qui au sommet Union européenne Afrique, regrette que comment puisse avoir de droit de suite, puisque Nestlé n'a jamais, ni Mars, ni Olam, pourriture devant l'éternel comme entreprise. Vous avez deux entreprises pourries pour l'agro-industrie et pour le minéral, c'est Glencore pour le minéral et Olam. Et donc, ces entités n'ont jamais rien payé, quoi que ce soit, de biodiversité, etc., associé à la culture du cacao. Donc, pas de droit de suite. C'est-à-dire que la RSE du Business and Society étant pourtant morte, il n'y a pas de possibilité pour les États de pouvoir récupérer les fonds que normalement, là en l'occurrence pour le cacao, Nestlé, Mars et Olam auraient dû payer, pour le dire de cette manière-là. Le désastre du PowerPoint, alors effectivement j'ai essayé d'en faire autre chose, vous voyez, le désastre du PowerPoint, le Word sur PowerPoint. J'ai écrit qu'on a transformé les salles en clair-obscur, et d'ailleurs, d'une certaine manière, les lieux de réunion dans les entreprises en clair-obscur, avec des mots, motivation, engagement, etc., etc. Donc, là encore, on a l'outil qui va avec. Et les galeries de portraits de la formation à la pensée managériale. Taylor, Fayol et Tom Mayo, si toutefois d'ailleurs, les étudiants et étudiantes sortant de la business school ont une représentation de la galerie de portraits complète. Donc, je dirais, pour prendre une terminologie ringarde, il n'y a pas de Lagarde et Michard de théorie des orgas, et donc, vous avez réfléchir, des étudiants qui sortent sans aucun fondement conceptuel de ce qu'ils ont étudié. Alors, pas étonnant que le monde est chauffé là, depuis 30 ans. Ce qui a été mis en évidence par la pandémie Covid-19 est la guerre en Ukraine. Première chose, le pli majeur de ce qu'était la mondialisation. La mondialisation, c'est d'un point de vue historique la priorité accordée à l'espace géographique des marchés sur l'espace géographique des nations et la primauté accordée à la géopolitique des marchés par rapport à la géopolitique des nations. Donc, nous vivons un requestionnement de ces éléments. La remise en cause de l'institutionnalisation de l'organisation et du managérialisme et donc de l'impact majeur sur la business school, lieu de jeunesse du managérialisme, c'est-à-dire un lieu où on a dispensé une idéologie, c'est pour ça que je le dis comme managérialisme, l'éclatement irresponsable des chaînes de valeur et donc la remise en question de son mythe, de la chaîne de valeur, la faillite corrélative du juste à temps dans ses optimisations financières, fiscales, réglementaires, coût du travail, coût des matières premières, qui a multiplié les cargos sous pavillon de complaisance et les camions sur les routes face aux enjeux du développement durable. Donc, le déraillement a mis à l'arrêt, dont le déraillement a mis à l'arrêt beaucoup d'entreprises, le déraillement du juste à temps. La faillite du New Public Management qui a étouffé les possibilités de mettre en œuvre les missions régaliennes de l'État en ayant appliqué les logiques de l'efficience financière à la gestion de ces missions et à la relation de service public conçue en décalque de la relation de service privé. L'importance majeure, l'oubli de l'importance majeure à accorder à l'irréversibilité des investissements. Nous sommes dans un monde où, par exemple, les aéroports sont durablement surdimensionnés, ça c'est extrêmement sympathique, irréversibilité. Une reformulation majeure de ce qu'est la RSE du business and society vers le business in society, d'une RSE conçue comme l'expression de l'hubris des directions des entreprises multinationales. Je suis sûr qu'il y a des articles qui ont valorisé la RSE de Renault sous Ghosn, je suis à peu près certain, pour le dire de cette manière-là, qui, face à la croissance que j'ai appelée indéfinie
Exemple, l'aéronautique, le transport aérien, le tourisme de masse, hein, c'était une croissance indéfinie, hein, on n'arrivait même pas à la définir, mettait en contrepartie de la RSE des initiatives volontaires face à l'aversion à toute réglementation, nonobstant le réchauffement climatique et donc le passage effectué dans les COP de la terminologie des parties prenantes vers les parties intéressées, qu'on retrouve heureusement dans les ISO. Alors, je viens de polémiquer avec quelqu'un qui avait ouvert un débat sur, je crois que c'est plus ResearchGate, etc., avec l'ISO 26000. Et ben, l'ISO 26000, le comité, alors le ISO nous dit une norme, c'est 5 ans, plus ou moins, bien sûr. En 2016, le comité ad hoc de l'ISO a refusé la révision de l'ISO 26000, qui a été rétabli en l'état, mais enfin, on peut en faire référence en l'état à partir d'un vote qui a refusé la mise à jour en 2021. Donc, vous voyez par exemple sur le plan des références, pour une référence qui m'énerve par-dessus tout, l'ISO 26000, oui, il y a un paquet ISO qui a été construit avec certification. Donc, le paquet ISO avec certification, ça veut dire que s'il n'y a pas de réglementation nationale dont les exigences sont supérieures, ce sont celles du paquet ISO qui sont applicables. Donc, la 9000 version 2015, la 14000, enfin 9001 version 2015, la 14001 version 2015 et la 45000 version 2018 pour tous les trucs d'OIT, etc. Hein, donc, entre guillemets, la messe est dite, si j'ose m'exprimer ainsi, sauf dans les business schools. La remise en question de la métrologie comptable et de son univocité financière face à l'apparition des métrologies disparates du développement durable, hein, pour qualifier ce magma, mais qui est extrêmement intéressant. La place du principe de matérialité au regard des autres principes comptables en lien avec la priorité absolue accordée à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Hein. Donc, voilà le contexte qui, évidemment, est tout ce qu'on enseigne, sauf dans la business school. Pourquoi réfléchir? Alors, la dérive de la recherche. Premier univers de la dérive, le literature gap et l'écume des publications. Alors, je vais pas forcément exclure ce que j'ai publié. 95 à 98% de ce qui paraît strictement sans intérêt. Hein, donc, on construit nos carrières sur du publish or perish, ce qui n'a strictement rien à voir par rapport au contenu. Pour avoir fréquenté, par exemple, Martha Feldman autour de la question d'une pratique, valait mieux la fréquenter parce que, en fait, dans le système américain du publish or perish, la publication de ces textes n'était pas liée à l'évolution de sa pensée, mais liée au délai d'acceptation et d'impression des articles. Donc, évidemment, si vous lisez les articles dans l'ordre chronologique de parution, vous avez des problèmes de compréhension majeurs, hein, pour le dire de cette manière-là, hein, pour le débit de la pensée en tranches. L'hypothético-déductif et l'usage hasardeux des statistiques sur des échantillons pourris. Le publish or perish, hein, la manière dont nous valorisons nos carrières sur ces catégories-là. Alors, nous y participons. Hein, donc, il y a sur le dernier ou l'avant-dernier évaluation du labo de gestion, je dis pas encore au labo sécurité, défense, recherche. Donc là, c'est beaucoup plus cool, beaucoup plus intéressant. Où il fallait faire un SWOT, j'ai dit, il faudra me passer sur le corps. Et donc, comment la direction de la recherche a fait un SWOT à ma place. Je dis, par contre, j'étais prêt à faire une conférence pour expliquer pourquoi c'était idiot. Donc, vous voyez, le tourisme universitaire des enseignants-chercheurs et le phrynéisme. Hein, le phrynéisme, c'est Phryné, hein, cette esclave, donc cette prostituée à Athènes, que ses avocats ont fait défiler nus sur la table autour de laquelle se trouvaient les juges. Hein, donc, il s'agit de se montrer. Alors, tourisme universitaire délicieusement rentable. Quel est l'objet de la présentation des congrès? La ville, etc., etc. Donc, j'appelle ça du tourisme universitaire. Tourisme universitaire qu'on retrouve pour les étudiants. Hein. On est exactement sur le même registre que celui du tourisme universitaire, puisqu'il s'agit d'avaler le même SWOT et le même porteur à Milano qu'à Paris, hein, pour le dire de cette manière-là. Et enfin, le globish, c'est-à-dire un anglais dont tout le monde se fout. Alors, puisqu'on m'a demandé d'écrire ce livre, je me suis posé la question, suis-je
qu'est-ce que ça signifie d'être de l'histoire de la pensée managériale? Et évidemment, j'ai commencé par y répondre. J'ai fait tout ce qu'il faut pour ne pas faire carrière. De l'ENSET à HEC et Paris-Dauphine, j'ai eu la chance, dans mon passage à la direction de la prévision au ministère des Finances, d'accompagner l'évolution du plan comptable. Je ne connaissais rien à la comptabilité. Comme dans la sociologie administrative, les représentants alors il y avait deux représentants, un de l'INSEE et un de la direction de la prévision. Comme je n'y connaissais, bien qu'étant agrégé, j'y connaissais rien, les professionnels sont aperçus que sans doute je devais être intelligent et m'ont appris ce qu'était la comptabilité. J'ai découvert dès la décennie 80 qu'il y avait des théories comptables, qu'il y avait des débats, etc., et que c'était autre chose que débit-crédit, charge-produit. Et qu'il y avait tout un discours derrière que je n'avais pas pressenti. Pour le dire, même comme étudiant intelligent, je n'avais pas pressenti qu'il y avait quelque chose derrière. J'avais eu très bonne note en technique comptable et donc ça me suffisait, pour le dire de cette manière-là. D'HEC au CNAM, de la comptabilité au contrôle de gestion et de la fin de la business school, parce que si je suis passé d'HEC au CNAM, c'est que je pensais que la business school était condamnée, son modèle ne me convenait pas. Donc, ce fut une opportunité pour ce qui me concernait, le fait que cette chaire d'orga ait été disponible. Et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que les compétiteurs étaient vraiment médiocres, mais à un point qu'on ne pouvait pas imaginer. Donc, c'était assez sympathique. Opportunité, mais en même temps, j'avais des doutes sur l'avenir de la business school en tant que ce qu'elle est devenue, la caricature que je viens de donner. Au CNAM, la découverte, mais Luc, c'est un peu aussi tout le travail qu'il fait, c'est le lieu d'apparition et du développement des sciences de gestion en France, donc que ce soit en comptabilité ou que ce soit en orga, pour essayer, donc je découvre ça. Pour ce qui est de l'orga, je passe du fonctionnalisme hérité de l'OST aux théories des organisations, puisque j'ai hérité de deux chaires, celle de Jean-Pierre Schmitt avec les fonctions de l'organisation, il en était ajouté la 13e fonction, donc Fayol plus 7, Lusato, qui était qui avait débranché depuis un certain temps de cet univers des théories des organes, mais qui a écrit et introduit en France les théories des organisations comme matière, avec un livre qui, alors daté, puisqu'il ne pouvait pas parler de ce qui s'est passé après la décennie 70, puisque son livre est paru en 72, mais je dirais, ce qu'il a analysé d'avant 72, c'est quasiment pas une rime, pour le dire de cette manière-là. Ce qui m'a amené, moi, à la fin de ma carrière au CNAM, à écrire également un livre de théorie des organisations pour faire compétition avec Yves Frédéric, parce que ce n'était pas normal que lui ait écrit un livre et pas moi. C'est une plaisanterie. Et enfin, dernier élément, la discussion des frontières de la discipline, avec l'appartenance des sciences de gestion aux sciences humaines et sociales, aux sciences de l'action et comme sciences politiques et morales. Donc en particulier, on s'est exprimé, Alain Charles et moi, sur cette dimension, par exemple, des sciences de gestion comme sciences politiques et morales. C'est l'essentiel de l'ancrage du discours précédent. Alors, être toujours tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut pour ne pas faire carrière, la langue française. J'écris en globish, mais j'en suis absolument pas fier. Et mon pourcentage de globish est faible par rapport à l'écrasant pourcentage de ce que j'ai écrit en français, que j'assume. L'interdisciplinarité, donc là en l'occurrence, principalement la philosophie politique, pour ce qui est de l'interdisciplinarité, une attention aiguë à l'ontologie, l'épistémologie et le changement et le cheminement vers l'étude des organisations. Alors, ontologie, épistémologie, j'en rêve la nuit, ou plus exactement, j'en réfléchis la nuit alors que je dors. Et enfin, les livres et les controverses. J'ai publié des livres et j'ai participé à des controverses. Celle sur la RSE, je me souviens d'une conférence
que notre ami Jean-Marie avait organisé avec le DRH de Renault Group et le DRH de PSA Group. Hein, c'était au moment des suicides. Et donc, ils y allaient de leur truc. Le mec de Renault, le DRH de Renault a dit, mais le taux de suicide chez Renault n'est pas supérieur au taux de suicide de la population française. Et donc, je lui explique, à l'âge que j'ai, moi, j'ai fait partie des personnes qui ont été fascinées par le RSS. Et d'ailleurs, on avait les voyages de jeunesse communistes où on était reçus comme des officiels. Et ça me fait penser à ce qu'on entendait, pourquoi il n'y a pas de voiture? Parce qu'il y a des transports en commun. Hein, et donc, j'ai rapproché les deux. Le mec de Peugeot a écrit à l'administrateur général du CNAM pour demander de me remettre au pas, hein, pour prendre cet exemple, pour les controverses. Autre controverse, c'est comment la rémunération des dirigeants, ou il y a eu un aréopage où j'expliquais, c'était qui? C'était comment les dirigeants, c'était des hommes ordinaires aux rémunérations extraordinaires, pour reprendre la terminologie d'Anna Arendt. Et alors, toujours autour de la RSE, hein, la directrice du développement durable de Veolia expliquant qu'on consomme de plus en plus d'eau. Est-ce que quelqu'un dans la salle, je dis oui, 3 choses. Interdiction des baignoires, rationnement, on met une puce sur la douche, rationnement de l'eau, et double circuit d'eau, puisque qu'est-ce qu'un lave-linge? C'est une machine à salir l'eau. Ça n'a pas eu un gros succès. Alors après, sur le plan émotif, je lui ai dit, et madame, quand vous serez grand-mère et que votre petit-fils vous dira, alors mamie, c'était comment au temps de ta jeunesse? Vous répondrez, je lavais ma voiture avec de l'eau potable. Toujours dans cette même perspective, bon, édition et participation à des livres collectifs, c'est extrêmement important. Importance des manuels, hein, donc au moins beaucoup en contrôle de gestion et en théorie des organisations et autour de questions d'organisation, hein, changement, apprentissage. Les conseils scientifiques d'école, où je suis toujours très, très actif, hein, dans les conseils scientifiques d'école. Donc là, je suis au conseil d'orientation du groupe Omnes et au conseil scientifique de l'INSEC donc le groupe Omnes, donc a changé de nom, c'est le groupe INSEC qui est devenu Omnes, bref, peu importe, a vendu une école gradée, l'EBS, à d'ailleurs une entité qui fait ici de l'hospitality, hein, de la gestion hôtelière. Et donc, ils ont vendu une école gradée sous prétexte que la marge était négative. Donc, bien que la décision ait été prise, vous pouvez penser que je n'avais pas tout à fait, même pas du tout, c'est la position correspondante. Et l'accompagnement doctoral, fondamental, ce travail gratuit, ingrat, dont tout le monde se fout. Les enjeux du champ de la pensée managériale gestionnaire. Alors, pensée managériale gestionnaire, c'est un débat, hein, donc je ne vais pas trancher le débat, puisque je dirais que ça fait partie du débat de la journée, du débat de ce que beaucoup de personnes font ici. Je pense qu'on peut employer les deux. Voilà, merci. On n'en mourra pas. Merci, on n'en mourra pas. Mais on peut passer effectivement à discuter dessus, mais on n'avancera pas beaucoup. Alors, première chose, l'attention organization, organizing, hein, l'État et le flux, avec le fait évidemment que nous sommes aujourd'hui dans une perspective où on travaille de plus en plus sur les flux. L'attention organisation-management, hein, entre des procédures, des comportements et ce managérialisme avec la justification de l'hubris des dirigeants. Et le patrimoine des théories des organisations, hein, sur lesquelles je reviens lourdement, avec plusieurs perspectives, la cumulativité du savoir, c'est pas le literature gap, hein, c'est la cumulativité du savoir, la circulation des idées, hein, comment on a fait circuler, comment on en a discuté régulièrement avec Roland à un certain temps, Jensen et Meckling et la théorie de l'agence, hein, comment ça a circulé, c'est incroyable, hein, comment on s'est mis à avoir des parties prenantes partout, et comment Freeman, il n'est pas d'accord, hein, il aime bien quand je suis son co-débatteur. Je me souviens, il y a quelque temps, il passe à Paris à l'invitation de l'ESSEC. Il y avait dans l'aréopage toutes les greluches du développement durable, du consulting, etc., hein, fébriles, frétillants. Et je dis, c'est bien dommage qu'on n'ait jamais enseigné Freeman en stratégie et qu'on l'ait toujours enseigné
RSE. Yes, I am a strategic man. Et alors, consultante correspondante très connue sur la place de Paris, en train de faire une tête pas possible. Hein, circulation des idées. Les controverses avec les bulles notionnelles. Hein, alors, les bulles notionnelles, competencies, skills, capabilities, capacities, absorptives capacities, etc., etc. Donc, bulles notionnelles. Et les sujets à dispute. Alors évidemment, je fais de la RSE un sacré sujet à dispute. Hein. Pour disputer, je dispute pour ce qui est de la RSE. Toujours dans les enjeux de la pensée managériale gestionnaire, un technolecte, mais évidemment, la question du technolecte, c'est d'évacuer la vacuité des mots valises. Modèle et représentation, je n'ai jamais serré la main à une entreprise, je n'ai jamais vu Renault, personne d'entre nous ne l'a jamais vu et ne le verra jamais, hein, pour reprendre Renault. Donc, c'est tout ce passage par des modèles et des représentations, et bien sûr, la cohérence entre les deux, et la non-neutralité des modèles et des représentations, puisque, par essence, un modèle est partiel et partial, tant mieux, c'est ce qui fait son intérêt, sauf quand on en fait un. Et l'autre élément qui est extrêmement important dans notre univers, images et métaphores, hein, le fait de comment l'ambidextrie organisationnelle, allez, on y va, l'écosystème d'affaires, etc., etc. Alors, pour ce qui me concerne, et donc comment j'aurai l'appui de Frédéric, l'importance, je continue à beaucoup travailler les sciences de gestion à l'international. C'est quoi l'international? C'est, pour ce qui me concerne, l'Afrique subsaharienne. Pas l'Academy of Management, pas Euram, pas EGOS, l'Afrique subsaharienne. Avec, premièrement, la question des références et de la triple contextualisation dans l'espace, dans le temps et par rapport aux situations, hein, qui est un combat quotidien. Pour un des jurys dont je parlais rapidement avec Frédéric, c'est les trois catégories de GRH que sont le recrutement, la formation et la mobilité à la police nationale dans un pays en insécurité majeure. Donc, ça vaut quand même le coup d'être regardé. Ou alors l'autre qui était moins bien, mais, sur la GPEC dans des instituteurs au Burkina, hein, donc pays où, même si tous les bacheliers devenaient instituteurs, hein, puisqu'en théorie, hein, par ajustement des normes internationales, c'est le bac qu'il faut pour devenir instituteur, ben, il n'y en aurait pas assez pour faire face à cette croissance démographique. Deuxièmement, depuis 5 ans, vous avez des enfants qui deviennent adultes, qui savent ni lire ni écrire, etc. etc. Hein, donc, là aussi, un univers particulièrement intéressant de contextualisation. Toujours dans cette Afrique subsaharienne, la fable de l'entrepreneuriat et les confusions majeures avec le développement, avec l'emploi. Hein. Alors, l'entrepreneuriat, ça va faire le développement, l'entrepreneuriat, ça va faire l'emploi, l'entrepreneuriat, ça va faire la croissance. Hein. Le nouveau mythe du développement, c'est l'entrepreneuriat. J'ai regardé très, très près, hein, là encore. Et le troisième élément qui est extrêmement intéressant, qui est le poids majeur de l'économie informelle, qui fait institution, au recensement de 2016 au Sénégal, 1 million d'entreprises, 98% dans l'informel. Donc, on ne peut pas du tout raisonner avec les catégories avec lesquelles on raisonne. Et ceci est un lieu de genèse, de conceptualisation nouvelle, inédite, qui a des choses à nous dire. Donc, dans la circulation des idées, j'appelle de mes voeux la création de savoir local et cette circulation des idées, hein, qui est le travail que je fais à l'international et que je revendique comme tel. L'international, on ne peut pas être partout. Pour moi, c'est l'Afrique subsaharienne. Dernier élément, hein, de ce débat, l'invitation à réfléchir et le plaidoyer pour une démarche herméneutique. Hein. Alors, j'ai publié Mercure et Minerve, Trop beau, trop tôt, en 1999. Ouvrage strictement aucun succès. Hein. Trop beau, trop tôt. Oui, merci. Gouvernance, institutionnalisation de l'organisation et intrusion de ces catégories dans la définition du bien commun. Donc là, c'est l'interdisciplinarité des sciences de gestion vers les sciences politiques. Hein.
une entreprise comme Bolloré mène une politique internationale, par exemple en Afrique subsaharienne, et il n'y a pas intérêt à le dire parce qu'on finit au tribunal, hein, et comment a généré Zemmour, hein, puisque comment dans l'affrontement Macron-Bolloré, il était important qu'il y ait un trouble fait, dans la famille quand même beaucoup troublé, hein, une créature médiatique du groupe Bolloré, qui est devenu principalement un groupe de médias qui est totalement dominant dans la partie de l'Afrique que je fréquente, pour le dire de cette manière-là. Les sciences de gestion comme discipline politique et morale, éthique des affaires et responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, j'ai eu la chance de participer à la genèse de l'éthique des affaires en France, globalement en Europe, dans la décennie 90, parce qu'on s'était pris ça dans la figure. Et d'ailleurs, les collègues américains se posaient la question de savoir si on était vraiment beaucoup plus bêtes qu'eux pour ne pas avoir accompagné ce mouvement. Donc, ça méritait d'être questionné. Et le basculement de l'éthique des affaires vers la RSE du managérialisme que j'ai pourfendu à longueur de propos dans mon exposé. Organisation, modèle et représentation, hein, donc le fait qu'on ne puisse pas parler de l'organisation sans l'intermédiation des représentations, des modèles et de la manière d'en parler. Épistémologie des sciences de gestion. Il n'y a que deux attitudes, positivisme, constructivisme, l'interprétativisme n'existe pas. Parce qu'il y a interprétation, que l'attitude soit positiviste, que l'attitude soit constructiviste. Et j'en ai marre des trois colonnes. Et j'en ai marre du livre noir. Et j'en ai marre de, ah bah oui, interprétativisme, comme ça, bah oui, ça évite de se poser des questions. Là, pour le dire de façon très très claire. Hein. Il faudrait faire la généalogie du fameux livre noir qui en fait vient d'une grande université parisienne. Tout à fait, oui, tout à fait, mais c'était... Ok, je travaille un peu dessus. Voilà, le problème, c'est pas que la jeunesse, puisque j'en ai discuté par exemple avec Philippe Beaumard qui a fait un des chapitres, le problème n'est pas... Le problème est sa mythification. C'est le colportage. Mais putain, comme prof, mais qu'est-ce qu'on fait dans les encadrements en ne discutant pas les enjeux épistémologiques, les querelles, les ceci, les cela. Hein. Alain Charles, alors vous imaginez, Brunson, ah oui, alors la gestion est une discipline Carrefour, signé Brunson, comme Brunson l'a dit, tout le monde croit à Brunson et qu'il est passé à l'école polytechnique, il n'y a pas de sciences de gestion puisqu'on fait qu'emprunter. C'est quoi ça? Alors pour avoir eu, c'était intéressant parce que j'avais été invité là encore par des collègues africains, ils m'ont dit, ah ben, ton livre d'épistémo, c'est un acte politique. Ben oui, jeudi, hein, Alain Charles et moi, nous disons, ben, les sciences de gestion, on est une épistémo. Hein, alors qu'on est tous discipline Carrefour. Ben, quand on est dans un Carrefour, on se fait écraser. Hein, ça. Et évidemment, il y a un autre postulat. Alors ça voudrait dire que les épistémos des disciplines voisines sont stables. Hein, vous imaginez la mythification et la mystification. Et enfin, dernier élément, de l'importance majeure des théories des organisations, il faut en faire un cours annuel en licence et en première année de master, un cours annuel, pas des machins à 25 heures, pour le dire de cette manière. Merci. Retenu le timing, absolument, malgré nos 5 minutes de retard. Des questions, peut-être, des remarques, sinon j'en ai... Vous avez intérêt à être d'accord avec moi. J'en ai quelques-unes. Oui, non, mais... Oui, alors sur l'épistémologie spécifique des sciences de gestion, justement, on en parlait avec Aurélien là, sur le chemin. Est-ce que justement, une des spécificités, c'est pas qu'on est, on le voit bien en histoire de la pensée, on est à la fois entre les praticiens qui pensent aussi et qui pensent parfois avec des concepts qu'ils ont vaguement entendus, mais qu'on retrouve quand même dans leur pratique, et donc à la fois aussi des scientifiques. Est-ce que c'est pas quand même une de nos grandes spécificités, c'est qu'on est à la fois, toujours un peu le cul entre deux chaises, entre à la fois les praticiens
qu'on utilise parfois, les livres de praticiens qu'on utilise dans nos enseignements, dans nos cours, sans réfléchir à la spécificité, qu'à la limite, on n'utilise souvent pas en recherche. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement quelque chose, et dont effectivement ici, ça peut être un des lieux de penser, parce que c'est une question historique aussi, voilà, la relation, le lien praticien et universitaire, sachant qu'effectivement, Guillaume Carton a travaillé dessus, il y a ceux qui ont à l'intermédiaire, et même toi, tu as bien dit, effectivement, tu avais Friedman, donc un peu plus universitaire, et en même temps, donc, qui est connu par les praticiens, et donc des praticiens, il fallait discuter avec tout le monde. Alors, premièrement, si les praticiens sont conceptuellement nuls, c'est de notre faute, puisque nous les avons éduqués, parce que maintenant, quand même, ça fait 30 ans que les sciences de gestion sont la discipline majeure de l'enseignement supérieur en matière BTS, DUT, école, tout compris. Donc, la médiocrité, nous portons la responsabilité de la médiocrité des praticiens. Alors après, il y a un certain nombre de conjectures. Si vous êtes prof de géologie, c'est difficile d'avoir des heures complémentaires de formation continue. En gestion, ça pose strictement aucun problème. Et il m'est arrivé, quand je causais, il m'est arrivé de causer à l'INSEAD. Quand je causais à l'INSEAD, j'avais 100. Quand je causais à Souchaussée, c'était 10. Et quand c'était à Dauphine, c'était 1. Pour le même contenu, pour le dire de cette manière-là. Donc, évidemment, je n'ai pas eu l'occasion de causer beaucoup à l'INSEAD, mais vous voyez tout de suite, alors j'exagère en faisant 100, 10, 1, mais vous voyez qu'il y a là, entre guillemets, c'est pour ça que je l'ai dit, la business school n'est pas un business model. Donc ça, c'est. Alors je me souviens au début de la gestion des connaissances, un collègue à Rouen, à l'ESC, organise un débat. Donc, alors avant, il y avait fébrilement la responsable, c'était balbutiant, du truc de gestion de connaissances d'Areva, en disant surtout soyez pas trop compliqué parce que peut-être qu'on va rien comprendre. Je dis mais vous avez quoi comme formation? Elle me dit un doctorat de physique. Je dis plaisantez. Et le type de Renault me fait la même chose. Alors je fais mon exposé et le type de Renault dit moi qui suis sur le terrain. Je dis je suis où moi dans les branches? Et donc là, vous voyez, pour le rapport, en termes de métaphore, pour le rapport praticien mais nous sommes des praticiens, nous sommes tellement des praticiens que, d'une manière performative, nous avons éduqué ces praticiens, pour le dire de cette manière-là. D'où évidemment cette importance de théorie des orgas et d'épistémologie, parce que comme on a survolé à théorie des orgas, alors vaguement la galerie de portraits, encore on a de la chance, vaguement la galerie de portraits et ensuite aucune, c'est pour ça que j'ai intitulé le livre Réfléchir, 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 aucun enjeu de réflexion, pas étonnant qu'ils ne réfléchissent pas. La courbe de cycle de deuil chez France Télécom. Alors, on en a traité dans le chapitre 19, le dernier chapitre, il y a une chose que je n'ai pas pu écrire parce qu'on finit au tribunal. C'est qu'en fait, ce consultant avait été PDG de la télémécanique. Alors, la télémécanique, dans l'histoire managériale, c'était l'entreprise à visage humain. Et donc, quand on atteignait 300 personnes, hop, on construisait une autre usine, si possible, plutôt, entre guillemets, dans la semi-campagne. Donc, alors, ça a tellement bien marché que Schneider rachète la télémécanique. Et donc, le PDG devient consultant. Enfin, au chômage, avec un paquet de fric, mais consultant. Et comme c'était un consultant sans aucune base conceptuelle, c'est lui qui a enseigné dans ce machin chez Orange la courbe de deuil. Alors, évidemment, pas étonnant qu'avec la courbe de deuil, les gens soient suicidés. Ça, on n'a pas pu l'écrire. Donc, vous voyez, pour praticien, ça veut dire que si moi j'arrivais, ça m'est arrivé d'être face à entre guillemets un manager d'un certain rang et lui dire bon écoute mon chéri, la courbe de deuil, faut peut-être y repasser, s'il n'y est que, on ne fait pas long feu. Vous voyez, ça veut dire en d'autres termes, dans les rapports de pouvoir, par rapport à cet univers praticien, nous avons l'espace éducatif, nous avons la performativité dramatique de cet espace éducatif, mais nous n'avons pas accès à autre chose.
sauf certains dirigeants, c'était le cas à Lafarge, qui aimaient bien les intellos et qui faisaient un groupe qui réunissait à peu près tous les mois, ou Kerverne, quand il était même chose. Hein. Vous avez quelques dirigeants qui réunissaient des intellos pour sans enjeu. Hein, et donc, vous voyez tout de suite cet enjeu, comment je le repositionne. Sophie? Oui, j'étais à la conférence AIM début juin, donc qui est l'association Information et Management, donc beaucoup orientée vers les systèmes d'information. Et je voulais simplement signaler quand même que l'initiative que tu portes aujourd'hui, elle fait quand même des petits, y compris peut-être dans des branches du management qui sont peut-être plus orientées quand même, ou qui ont envie d'aller vers davantage de théorie des organisations, puisque par exemple Fabienne Pavis, Zarena, Amandine Pascal sont en train de monter un projet qui s'appelle Héritage, où ils sont en train de récupérer un tas d'archives pour essayer justement d'arriver à comprendre épistémologiquement les sciences de gestion et aussi ce que les systèmes d'information apportent au niveau conceptuel. Comment aussi, quelque part, on ne peut plus se contenter de mots valises ou de mots, effectivement, des cabinets conseils, y compris dans les domaines type IT, pour arriver justement à faire face ou proposer autre chose. Et c'est notamment aussi le cas, je crois, que puisqu'on est à l'UPEC aussi, associé, du moins, à l'UPEC, il y a aussi Philippe Épinard qui vient d'ouvrir un master MSSI qui justement a proposé cette année un nouveau cours qui s'appelle Système d'information critique et organisation hautement fiable, dans lequel il voulait purement des éléments de recherche sur la complexité, l'ingénierie de la résilience, les HRO, mais pas dans l'objectif d'apprendre à leurs étudiants à coder ou à faire plus d'éléments pratiques. Ils ont déjà des professionnels pour faire ça. Mais justement, pour arriver à reconnecter au niveau conceptuel et cesser d'appeler de nos voeux des choses comme la résilience digitale, où chacun va le mettre à sa sauce en oubliant toute une histoire de concept. Donc, quelque part, peut-être que finalement, on est aussi sur un moment où, en pleine peut-être révolution industrielle et digitale, on a aussi besoin de cet effort conceptuel pour arrêter d'aller dans toutes les directions. C'est un enjeu de survie des sciences de gestion, puisque, en définitive, si je fais brutal pour le développement durable, au mieux des ingénieurs, des managers. Hein. Les managers, on a vu ce que ça a donné. Donc, en d'autres termes, l'avenir des sciences de gestion et de la business school passe par sa capacité à être absorbé, pas à absorber, hein, donc évidemment, c'est douloureux, à être absorbé par les registres, pour ce qui concerne l'univers des praticiens, par les registres ingénieriques, et non pas l'inverse. Il ne s'agit pas de saigner la gestion des ingénieurs, j'ai fait un moment mais il s'agit aux gestionnaires d'être capables de comprendre l'importance majeure de l'ingénierie aujourd'hui, hein, puisqu'on en parlait tu en parlais du métier. Mohamed et après Luc. Oui, j'avais juste deux petites réflexions en fait. La première justement sur cet enjeu entre théoriciens et praticiens, où justement je pense que la limite elle est très fine en fait. Quand un enseignant il est en train d'enseigner, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il est en train de pratiquer, il me semble. Mais de l'autre côté aussi, quand le praticien il vient chez nous en train d'enseigner, où il participe clairement à la réalisation des études, ou que ce soit l'encadrement de thèse, ou même quand il vient, il fait une thèse. Donc, la limite, elle est très fine, j'ai envie de dire, entre la pratique et la recherche. Et il me semble qu'il y a eu une table ronde au CNAM, il me semble que c'était entre savoir théorique et pratique qui a été consacrée à cette thématique-là. Donc, je pense qu'il faut être prudent pour ne pas faire ce clivage parce que ça va nuire plus que ce qu'il va n'apporter en fait à la discipline, il me semble. Le deux, on a besoin l'un de l'autre. Hein. J'ai envie de dire heureusement qu'il y a ces problèmes-là de l'autre côté de la pratique pour qu'on puisse réfléchir sur ça. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait comme matériel en fait pour porter notre réflexion? Donc ça, c'était le premier point. Maintenant, le deuxième point par rapport aux enjeux épistémologiques, par rapport à l'enseignement de ces concepts de base. Je prends l'exemple des masters CCA. Quand vous avez une maquette qui fait plus de 700 heures, honnêtement, moi j'enseigne le système d'info, mais de formation, je suis sur Contact contre l'audit. Les étudiants
quand je commence à leur parler des concepts et justement les enjeux en fait théoriques avant même ils veulent être certifiés SAP, je ne sais pour quelle raison. Et ils me disent, monsieur, c'est ça qui va être qui vend mieux sur mon CV. Je dis, ok, c'est très bien, mais peut-être que vous n'avez pas besoin de SAP, vous avez peut-être besoin même pas d'un ERP, de quelque chose de beaucoup plus simple. Donc ces enjeux-là, c'est compliqué de les intégrer dans des maquettes quand elles sont déjà plus que chargées. Ils sont à plus de 700 heures. Comment on pourrait placer ça? En tout cas, c'est les arguments que nous donnent au niveau des responsables. Moi, je suis à l'IAE de Nancy. L'autre point aussi qui est un peu délicat, eh ben, c'est justement cette influence des écoles de commerce, j'ai l'impression, notamment sur les IAE. On les prend un peu comme exemple, que ce soit sur les enjeux de certification, ISO ou autre. Ben, on est sur une sorte de mimétisme et je ne suis pas sûr qu'on va vers la bonne direction puisque ce modèle même, il est questionné, celui de business school. Donc, comment s'en sortir de cette situation? D'autant plus le système de financement de l'enseignement aujourd'hui, il me semble en France, pose un petit souci avec la formation continue. Et ben, tout le monde veut faire ça parce que ça fait beaucoup mieux qu'une formation initiale. Mais quand vous avez un planning avec à peine 2 jours d'enseignement, ben, qu'est-ce que vous pouvez placer à l'intérieur?